Bonjour à toutes et à tous, c'est Olivier, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du Journal de la Source TV. Alors aujourd'hui, on va recevoir une auteure qui m'a complètement, on pourrait dire, poussé vers la méditation. C'est une pratique à laquelle je pensais depuis très longtemps, parce que je m'intéressais à beaucoup de choses, notamment les sorties hors du corps, je m'intéressais aussi à la transe auto-induite, il y avait beaucoup de choses comme ça, de pratiques qui m'intéressaient. Mais ce que j'aimais avec la méditation, de mon point de vue, voilà, de profane, c'était que c'était une voie d'accès, un petit peu comme la prière, à un niveau divin, on va dire, à la divinité, à Dieu peut-être, mais qui est extrêmement douce et naturelle. Et c'est ça que j'aimais par-dessus tout, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pratiques qui peuvent être un petit peu plus dynamiques, violentes. Je sais pas trop comment dire ça. En tout cas, même certains utilisent des psychotropes, par exemple, ou des champignons, ou des choses comme ça, pour essayer d'aller dans des états modifiés de conscience, pour atteindre ces états-là. Or, avec la méditation, et c'est précisément ça que j'aimais beaucoup, eh bien, on peut atteindre ces états modifiés de conscience de manière très douce, progressive et efficace. Alors, pour autant, la méditation, tout le monde sait que c'est pas forcément immédiat, instantané, mais j'ai eu beaucoup de chance sur mon parcours parce que j'ai fait la rencontre d'une personne assez formidable et qui m'a un peu pris sous son aile et qui m'a montré comment elle pratiquait la méditation. Et c'est cette personne que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, elle est aussi auteure d'un livre dont on va parler un petit peu plus en détail aujourd'hui, de la vie humaine à la vie spirituelle. Je vais vous la présenter juste après un petit générique. Et mon invité, c'est Elisabeth Armitz. Coucou Babette. Comment ça va? Bonjour Olivier, je vais bien. Ouais. Ben merci pour ton temps déjà, hein, parce que je sais que tu es très occupé. On pourrait déjà dire, sans briser aucun secret, que tu travailles activement depuis ta retraite à former les personnes un peu comme moi qui veulent se lancer dans la méditation au travers de la méthode Heartfulness et que tu es donc ce qu'on appelle préceptrice chez Heartfulness. Et donc ton temps justement est assez précieux parce que tu t'occupes de beaucoup de monde, je crois, et notamment à Marseille. Est-ce que tu peux voilà, me dire un petit peu comment ça se passe, ce que tu fais pour les personnes que tu accompagnes? Oui, en général, les personnes commencent à m'appeler, soit parce qu'elles ont vu une publicité Artunes, soit parce qu'elles m'ont trouvé sur Internet. Nous commençons à en parler, et puis si elles souhaitent me rencontrer, je les reçois chez moi. Et donc là, on échange un petit peu sur leur démarche spirituelle, sur ce qu'elles attendent de la méditation. Et lorsque la personne veut aller plus loin, je lui propose un rendez-vous 3 jours d'affilée pour les préparer et les nettoyer un petit peu, les parler, je pense on y reviendra, on nettoie les corps subtils parce que proposer la mutation à quelqu'un qui n'a pas eu ce nettoyage préliminaire, ça peut gêner un petit peu la démarche. Donc, par sécurité, notre guide a toujours demandé à ce qu'on fasse ce nettoyage avant d'introduire les personnes dans la méditation. Ouais, exactement. Moi, c'est ce qu'on m'a suggéré aussi quand j'ai commencé. J'étais allé au centre. Il y a une première méditation généralement qui est gratuite, un peu une introduction comme ça, où on apprend à se détendre et puis on se laisse un petit peu aller. Et puis après, on a cette possibilité d'avoir 3 rendez-vous avec le même précepteur. Et c'est à ce moment-là que se passe ce nettoyage, quoi, en fait, hein, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et à la fin du troisième nettoyage, si c'est suffisant, nous avons la transmission qui coule du cœur de la personne qui reçoit à la personne qui est là, qui est présente pour recevoir cette transmission. C'est pas nous qui le décidons. Disons qu'à un moment donné, la transmission va couler facilement, ce qui semblerait dire que la personne est prête pour se lancer elle-même dans la méditation. Hmm. Nous travaillons des concerts avec notre guide spirituel et on n'est que l'instrument pratiquement.
la transmission vient de plus haut, bien sûr. Mm. Et c'est ça qui est un peu la spécificité de cette méthode Heartfulness, hein, c'est que il y a ce que tu appelles la transmission, en fait, c'est quand même un concept qui mériterait d'être développé Mhm. parce que c'est vraiment la spécificité de cette méthode. Alors je te laisse développer parce que sinon je vais me lancer moi, mais tu es mieux Oui, placé que moi pour en parler. aussi. La transmission, en Inde, ils appellent ça pranauti. C'est la transmission en fait de l'énergie divine d'un niveau très élevé, le maître parlait d'un niveau cosmique. Ça, c'était quelque chose qui venait de très loin. Et cette transmission a quand même un effet extraordinaire sur les personnes qui rentrent dans cette pratique. Parce que, comment expliquer ça, la transmission va jouer un petit peu va affiner un peu les corps subtils des personnes, va les énergétiser, c'est-à-dire elles vont se remplir progressivement de lumière et elles vont se rendre compte au bout d'un certain moment qu'elles vont acquérir une certaine légèreté, un état beaucoup plus lumineux, on va dire. Et elles sentent qu'au bout d'un certain temps, elles se sentent déjà plus légères. Et donc, ça va les aider pour rentrer dans une pratique régulière ensuite. Et elles vont toujours être soutenues par cette transmission et qui les maintient à un très bon niveau, qui progressivement va s'élever, bien sûr. Ouais, moi ce que j'ai remarqué c'était que cette transmission, c'est un peu comme quand on fait un soin énergétique en quelque sorte, on ressent quelque chose. Enfin moi je ressentais dès les premières fois de la lumière en fait au niveau Oui, de la tête, alors que bon, on a les yeux fermés évidemment. Et en fait, ça donne l'impression qu'on va, qu'on avance plus vite en fait. On n'est pas simplement en train d'attendre ou d'essayer d'atteindre un niveau attendu avec difficulté. On a un peu tout de suite quelque chose, quoi, on va dire. Je trouve que c'est pratique pour quand on débute la méditation et qu'on peut avoir peur des fois, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont peur de se mettre en tailleur et puis de s'ennuyer ou de paniquer parce qu'ils sont pas à l'aise avec leurs propres pensées, tu vois. Et là, bah, au moins, il se passe quelque chose, quoi. oui, et puis c'est surprenant parce que les personnes qui arrivent, certaines en tout cas, sont très étonnées parce qu'elles ressentent justement très vite des sensations. Mhm. J'ai des, pardon, j'ai des personnes qui m'ont dit après les 30 minutes de travail que nous faisons ensemble, qui me disent mais j'avais les mains bouillantes, ou d'autres avaient d'autres réactions, certaines avaient même des fois des pleurs. Il y a des réactions qui se passent. Mhm. Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais lu quelque part, bah, d'ailleurs, je crois que c'est dans le livre de Dahaji, qui est un petit peu le maître incarné actuel hein, de cette organisation, que dans la plupart des autres organisations, ce sont les lieux sacrés qui sont chargés de cette énergie cosmique. Donc, il faut aller sur place. Et quand on va sur place, souvent on ressent cette énergie, et c'est pour ça que ça fait beaucoup de bien d'aller d'ailleurs sur ces lieux-là, de faire dans des ashrams, On cherche. pour aller justement puiser cette énergie et puis méditer dans ces lieux-là, c'est vraiment génial, hein, il faut le faire. Mais la spécificité là, c'est que ici, dans cette pratique de heartfulness, et ben avec cette transmission-là, chaque précepteur finalement a la possibilité de canaliser cette énergie-là pour en faire profiter finalement un peu tout le monde, partout dans le monde, quoi. Oui. Euh, on peut venir un peu en arrière et parler, si tu veux, de Babuji, qui était le premier maître qui a instauré cette pratique et qui l'a mis à disposition de tout le monde, en fait. Mm. Et je veux dire, c'est quelque chose de très important. Son souhait le plus fort était qu'il y ait un précepteur dans chaque famille. C'était vraiment son souhait le plus profond pour que les personnes évoluent plus vite et qu'avec grâce à la transmission, même avec une certaine sécurité, on va dire. Oui. En fait, c'est une préparation qui est faite individuellement sur les personnes qui sont aptes à faire ce travail, qui sont donc choisies par le maître actuel ou le précédent. Et ensuite, elles ont une préparation pour faire en sorte qu'elle ait cette capacité de transmission. Mm. C'est voilà. Donc, c'est
il faut que les personnes, par exemple, quelqu'un va commencer la méditation, mais des fois, il faudra 2, 3, 4, 5 ans avant que le maître dise: «Vous êtes maintenant prêt pour devenir formateur ou précepteur». Hmm. Donc il y a un travail préparatoire pour ou affiner la personne ou la rendre plus avancée, quoi. Et alors, est-ce que tu Donc peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi, en fait, cette transmission, et puis peut-être même cette entrée dans cet univers-là de la méditation, quoi? oui, donc j'ai rencontré le maître à Marseille, la première fois, lors d'un séminaire. Et par la suite, donc, nous faisions régulièrement des séminaires en France ou à l'étranger. Et il s'est trouvé que cette proposition m'a été faite quand j'étais dans le Jura, lors d'un séminaire. Et un des disciples du maître est venu me trouver en me disant, Babette, est-ce que tu voudrais être précepteur? Alors, je suis restée un petit peu étonnée. J'étais rentrée dans la mission il y a 3 ans avant. Et en fait, quelque part, je souhaitais vraiment faire ce travail, donc j'ai dit oui tout de suite, bien sûr. Et j'ai été préparée par un disciple du maître qui a fait des nettoyages pendant 2, 3 jours. Et c'est ensuite le maître qui m'a reçu dans son appartement et qui a fait le travail en direct avec Baboudji. C'est un petit peu mystérieux, ça. C'est quand tu dis ce travail, c'est qu'il y a un travail énergétique qui se fait, c'est ça? C'est un travail qui normalement n'a pas besoin d'être expliqué en détail. C'est quelque chose qui se fait quand c'est le moment, quoi. Hmm, d'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer combien de temps? Parce que, alors, dans ton livre que je vais afficher d'ailleurs à l'écran tout de suite, tu parles de ton évolution, de ton travail avec la méditation, et puis de ton rapport avec le maître, parce que il t'a suivi pendant plusieurs années, quoi, hein. Est-ce que tu peux nous parler de Ah ça? oui. C'est pas commun quand même. Bah, si dans la mesure où tu choisis tu es convaincu à un moment donné que tu as trouvé le maître qui te convient, tu vas le suivre. Tu vas le suivre, tu vas être informé qu'il va à tel endroit, qu'il fait un séminaire là-bas, que tu peux rejoindre en Inde puisqu'il a son ashram en Inde. Donc, chaque année, je faisais tous les séminaires où le maître était là, on était invité à nous rendre. Et puis, j'allais souvent en Inde parce que c'est vrai que le maître dans son ashram, c'est quand même un plus aussi. Et, et chaque fois que je venais voir le maître, je sentais que d'abord, il me connaissait parce que la première fois qu'il te voit, c'est comme s'il faisait, tu sais, il te regarde et tu sens qu'il te voit à travers, quoi, hein, c'est Ah clair. oui. Donc, bon, et la première fois que je l'ai vu, que je suis allée en Inde, il m'a invité à me mettre devant lui et on a fait un sitting face à face. Et là, pendant ce sitting, j'ai vu mon cœur qui était entouré de chaînes, de verrous. Je me suis rendu compte que j'avais tout bloqué au niveau du cœur et que à un moment donné, j'ai senti que le maître a tout fait sauter. Et je me suis retrouvée en pleurs à la fin de ce sitting, quoi. Parce que j'ai senti il avait fait ce qu'il fallait et que là, vraiment, je sentais que je pouvais me faire confiance et que j'étais prête à travailler avec lui, quoi. Hmm, super intéressant. Et, Mm, mm. euh, et du coup, après, le travail a duré sur plusieurs années, Oui, avant et après même son départ de oui, cette terre. oui, oui. Oui, oui, ben, j'allais à peu près 2 fois par an en Inde pendant une vingtaine d'années, si c'est pas plus. J'ai fait pas mal de pays, j'ai visité pas mal de pays grâce à la méditation, parce que le maître s'est déplacé beaucoup pour rencontrer beaucoup de monde, hein. Et, et moi, mes vacances chaque année, ben, c'était retrouver mon maître, hein. C'est clair que j'avais pas rien d'autre ne m'intéressait, on va dire, quelque part. Mais Hmm. c'est vrai.
Et du coup, voilà, après tu t'es lancé dans cette voie de partager aussi cette pratique qu'est la méditation pour permettre à chacun finalement de s'éveiller, hein, c'est un peu le principe de la méditation, quoi. Alors justement, je voudrais revenir sur cette idée d'éveil, puisque dans ton livre, alors ton livre il est intéressant à bien des égards parce qu'il y a une partie qui est très pratique, hein, avec pour tous ceux qui se posent la question de à quoi sert la méditation, il y a des réponses dans ce livre, ça on peut le dire, parce que tu mets des anecdotes, hein, en quelque sorte, de ce qui s'est passé voilà, en Inde en 89, ou quand tu étais dans le Jura, enfin, toutes les expériences un petit peu extraordinaires qui peuvent se passer pendant une méditation, t'en parles dans ce livre. Donc ça, je trouve ça Oui, génial. c'est dans le journal spirituel. Ouais, Mm. exactement. Et je trouve ça super intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la méditation en se disant naïvement, bah peut-être que ça va m'aider à me relaxer, mais bon, sans plus. Alors que là, non, on voit qu'il y a quand même des expériences vraiment extraordinaires qui peuvent se passer quand on médite. Mais avant d'en arriver là, il y a quand même toute une partie théorique, et c'est ça dont j'aimerais qu'on parle aussi, parce qu'on apprend beaucoup de choses, et apparemment, si on veut comprendre ce qu'on fait quand on médite, il faut connaître les corps subtils, par exemple. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi la connaissance des corps subtils euh, en quoi est-ce que ça participe de la méditation, quoi. Euh, Beaucoup de gens ne pensent pas qu'il y ait autre chose en dehors du corps physique. Et il y a donc, quand même, quand j'ai commencé mes recherches spirituelles en lisant beaucoup à l'époque, j'ai réalisé que j'ai vraiment réalisé l'importance de travailler sur l'élévation de nos corps subtils. On va pouvoir les résumer en disant que nous avons un double éthérique, un corps astral qui est en rapport avec les émotions, un corps mental inférieur qui est en rapport avec l'intellect, le corps mental supérieur qui est le premier corps spirituel, après les corps plus avancés, le corps bouddhique et le corps atmique. Et c'est vrai qu'au début, on est un peu surpris de savoir qu'on a tous ces corps en nous, plus ou moins développés, plus ou moins affinés. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que nous sommes faits pratiquement 100% de vibrations, donc comment appeler ça, oui, de vibrations, et que tout le travail que nous allons faire sur nous va se répercuter sur ces corps subtils. C'est-à-dire que chaque fois que nous allons progresser dans un sens positif, il y a de la matière, par exemple du corps astral, qui va être éjectée et remplacée par une matière plus élevée. Faut, je ne sais pas si c'est Je veux bien clair. que tu développes ça parce que c'est intéressant et on ne l'entend pas souvent. Alors je veux bien que tu Non, développes un petit peu. toutes nos émotions, toutes nos pensées émotionnelles, tout ça, ont un impact sur nos corps subtils. Et les gens n'ont pas conscience de l'impact que leur comportement peut avoir sur le niveau de ces corps subtils. Pour moi, c'est fondamental de travailler sur ces aspects-là, parce que lorsqu'on va passer de l'autre côté, on va se retrouver sur certains sous-plans de l'astral ou du plan mental qui sera en résonance avec notre propre niveau vibratoire. Donc c'est important, et dans cette vie, de les affiner, et dans la vie d'après ou de l'autre côté, pour se trouver sur un plan où ça sera quand même plus agréable de vivre que par exemple dans le bas astral qui serait encore autre chose. Donc, par exemple, pour le plan astral, eh ben, nous allons travailler sur nos émotions, c'est-à-dire que euh, si on a envie de se prendre en main, on va se rendre compte en étudiant nos pensées et que des fois on pense en négatif, qu'on est dans le jugement, qu'on est dans la critique. Tout ça, on va travailler dessus systématiquement en arrêtant et en remplaçant ces pensées par du positif. Et chaque fois que nous allons faire ce travail, au bout d'un certain temps, ça va se faire automatiquement. Parce que le corps subtil aura pris une finesse qu'il n'avait pas au début, donc il aura acquis cet automatisme, et donc ça nous aide à progresser. C'est clair? Ouais, c'est très clair. Et en fait, bon, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, tout ce qu'on fait, qu'on dit, qu'on pense,
Oui, a un effet sur nos corps subtils. sur la vibration des corps, oui, absolument. Et le but, c'est d'affiner ces corps afin de quoi? Telle est la question. Et ben oui, ben, comme je te disais, ça a un impact sur notre vie de l'autre côté, on va quand même partir avec les corps subtils, on va laisser que le corps physique sur la planète, hein. Et donc, ces corps subtils, au fur et à mesure qu'ils vont s'affiner, cela va permettre à notre conscience aussi de s'exprimer à travers le corps subtil et, et donc à des niveaux plus ou moins élevés, suivant comment sont affinés les fameux corps subtils. Je pense que c'est un truc qui est important aussi de comprendre. Et d'ailleurs, tu en parles dans le livre, il y a carrément une partie sur la vie post-mortem, d'expliquer que finalement ces corps sont... Les gens, je pense, ont l'habitude de voir les différents corps énergétiques qui s'emboîtent un peu comme des poupées russes, là. Et en fait, c'est important de comprendre que selon diverses traditions, au moment de la mort, donc l'enveloppe corporelle se détache, le corps reste sur Terre, hein, Ouais, et, le double aussi. et retourne à la poussière. Mais Ouais. les autres corps, petit à petit également, Oui, se délient. oui. Alors il y a une spécificité pour le corps astral qui, lorsque ce corps astral va sur le plan astral, euh, c'est différent. Le système pour lui est différent. C'est-à-dire qu'il est comme une coque astrale. Il se présente comme une coque. Et la coque extérieure, c'est la première, la plus basique. Il y a, normalement, il y a 7 corps. On est tous dans, sont tous des septénaires. Et cette coque astrale, il faut qu'elle soit désagrégée pour pouvoir passer au plan supérieur. Hmm. Et souvent, d'ailleurs, les médiums rencontrent souvent des coques astrales et qui ont un discours un peu limité ou répétitif, parce que ces coques n'ont plus vraiment la conscience qu'ils habitent. Mhm. Ça peut tromper certains médiums. Ah oui, c'est intéressant ça. Et ensuite, quand le deuxième corps astral est nettoyé, enfin, est complètement épuré, il va passer sur le troisième, sous-plan, etc. Et c'est vrai que le corps astral n'est pas un corps éternel. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il va se trouver en fin d'évolution et il va passer sur le plan supérieur qui est le plan mental. Et là, toutes les écorces du corps mental sont dissoutes, ne peuvent pas franchir le plan supérieur, quoi. Hmm. Le travail le plus important que nous faisons, bien sûr, c'est que nous devons prendre conscience du travail que nous devons faire sur nous. Parce que si nous partons avec un corps astral bien épuré, on va franchir les premiers niveaux très rapidement et on va se trouver rapidement, on va dire, sur le plan astral supérieur, par exemple. Hmm. Et déjà, le niveau est beaucoup plus agréable, enfin, disons, plus facile, plus agréable, et avec un peu plus de conscience. Des gens qui, par exemple, qui auraient un accident mortel, qui se retrouvent sur le plan astral, ils sont complètement perdus. Et les gens, malheureusement, qui meurent jeunes, vont rester plus longtemps sur le plan astral, parce que le corps astral est encore très, très puissant, quoi. Il n'est pas... C'est différent par rapport à une personne âgée qui a déjà un corps astral beaucoup plus relâché, on va dire. Hmm. C'est fou parce que ce corps astral, on le retrouve un peu partout parce que dans les sorties hors du corps aussi, c'est Oui, ce corps qui permet de voyager, voilà. tu Euh, peux voyager. Ouais. et on le retrouve aussi donc post-mortem comme une étape à franchir finalement parce que c'est loin d'être la dernière. Et, Ouais. et alors, est-ce qu'on peut revenir sur la méditation? En quoi la méditation permet d'explorer ces différents corps finalement? C'est pas l'objectif de la méditation a priori, Ouais. mais, mais c'est vrai que si on a un corps astral bien éveillé et bien affiné, il est possible que lors d'une méditation, nous partions sur le plan astral, avec ou sans conscience. Au début, c'est sans conscience, mais par la suite, on peut ouvrir ça, on peut ouvrir les yeux sur un autre plan, quoi. Ça peut arriver. Mhm.
Mais c'est vrai que ça arrivera plus facilement avec des personnes qui ont déjà un corps astral bien affiné que quelqu'un qui commence à peine son évolution, quoi, sur ce plan-là. Alors, puisqu'on est sur le post-mortem et tout ça, dans les traditions védiques et dans l'hindouisme et en Asie globalement, on croit beaucoup en la réincarnation. Oui, Justement parce que on considère que l'âme va se défaire petit à petit des différents corps subtils et puis finalement va se réincarner pour se parfaire dans une incarnation, quoi. C'est ça, hein. oui. Donc comment t'en es arrivé à toi à penser que qu'il pouvait y avoir une réincarnation parce qu'on est quand même dans une société qui majoritairement voilà, en France on est catholique, on pense qu'on va au paradis et ensuite c'est fini, quoi. Comment ça se fait que toi tu as ouvert ta conscience sur cette réalité-là, Bah, quoi? disons que au début, je me posais pas de questions, au tout début, et puis j'ai passé pas mal d'années à lire pas mal d'ouvrages ésotériques où il était à chaque fois question de, de, de la vie de l'autre côté. Donc, bien sûr, on a abordé la réincarnation à ce moment-là. Et en même temps, à travers les lois du karma, puisque la réincarnation et le karma, il y a un rapport qui est très net. On a reçu plein d'explications à travers ces livres sur le fait que l'âme est un élément immortel de la personne et que lorsque la personne se trouve sur les autres plans, à un moment donné, euh, lorsque son évolution sur ce plan-là sera faite et que ce sera le moment pour elle de redescendre, ce qui peut être variable parce que tu as des individus qui ont tellement l'attirance du plan physique qui reviendront très vite sur le plan physique, puis il y a des êtres plus évolués qui resteront beaucoup plus longtemps sur les plans en rapport avec leur niveau d'évolution. Et de toute façon, ils seront contraints par leur désir ou par le désir de leur âme de vouloir continuer à progresser. Ils seront à nouveau attirés par le plan physique pour continuer, parce qu'ils seront persuadés à ce moment-là, par les enseignements qu'ils recevront de l'autre côté aussi, ils seront persuadés à ce moment-là qu'ils doivent continuer à progresser, qu'ils n'en sont plus ou moins qu'au début de la révolution, quoi. Hmm. Donc il y a toujours cet attrait pour la vie physique, pas pour simplement pour un attrait, c'est parce qu'ils savent que ça fait partie de la révolution, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de continuer, de vivre les expériences qu'ils doivent vivre, certaines leçons à apprendre. Et c'est là le karma va intervenir aussi dans ce choix d'incarnation. Parce que s'ils ont des dettes à payer ou en positif ou en négatif, ça va conditionner le choix de leur lieu d'incarnation, des personnes qu'ils devront rencontrer, des épreuves qu'ils devront vivre, etc. Donc c'est tout un ensemble de choses qui fait que lorsque l'âme revient, elle a tout un programme déjà établi et préparé de l'autre côté. Et la vie continue. Et nous avons comme ça des centaines d'incarnations, pour ne pas dire plus. Hmm. Est-ce que tu crois que quand on médite, on reconnecte justement à une part de soi qui est sur ces autres plans plus élevés, plus subtils? Je ne sais pas. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Euh, mais je pense que oui. Parce que j'ai vécu des expériences où j'étais là sans être là. C'est-à-dire, je savais que mon corps physique était là, mais je savais que j'étais ailleurs également. Donc, mais dire que c'est exactement le même, je ne sais pas. Mais je sais que notre esprit, notre âme se déplace et suivant notre niveau d'approfondissement dans la méditation, j'ai eu pas mal d'expériences où j'ai vraiment vécu des situations où je n'avais plus envie. J'étais tellement bien que je me disais un petit peu une sorte de béatitude. Je ne pouvais pas mettre de mots dessus, mais c'était plus le plan physique, ça c'était certain. Hmm. Et dans ces cas-là, on se dit, bon, bah là, il faut rentrer à la maison, on a des trucs à faire, des courses, Non, on a le non, quotidien à reprendre. quand on vit des expériences comme ça,
on commence à entrevoir le fait qu'on n'est pas limité dans cette vie-là et qu'il y a d'autres choses. Et qu'on commence à avoir un aperçu de ce qui pourrait être possible, peut-être grâce à la méditation, qui pour moi est une approche excellente pour arriver à rentrer dans une voie spirituelle, quoi. Parce Mhm. qu'on on expérimente des situations que moi, je parle pour moi, mais que j'aurais pas expérimenté si si j'étais pas rentrée dans une voie méditative, quoi. Comme par exemple quoi? Euh, les expériences, tu veux dire? Hmm. Si tu peux nous en Eh ben, partager une. le fait qu'on se retrouve on se retrouve dans des conditions où eh ben, on n'est plus sur le plan physique. Je veux dire, on n'a plus, c'est comme si on quittait le plan physique et qu'on commençait à ressentir on vit d'autres impressions, d'autres situations et c'est comme si notre univers devenait immense et que on prenait toute sa place. C'est des choses qu'il faut vivre pour pouvoir l'expliquer, c'est pas évident. Bien sûr. Mais c'est là où on se dit, bon, ben, je fonctionne en tant qu'âme aussi, et on commence à comprendre que l'âme fonctionne autrement que notre corps physique. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du rôle du maître dans ce parcours, dans ce chemin initiatique, quoi, finalement? Parce que j'imagine qu'il t'a donné des conseils ou lui ou c'est tu parlais tout à l'heure d'un de ses proches collaborateurs, quoi, euh, sur la manière dont on médite, mais c'est surtout ensuite c'est pendant qu'on médite. Quel genre de conseil donne un maître à son disciple pour l'aider sur le chemin? Très simple. Il te dit méditer. Et Et on ben reste voilà. sur notre, et on reste sur notre fait. Parce qu'il nous dit méditez, vous aurez les résultats. Mais méditez. Voilà. Mais parce que Donc, lui, il sait où tu en es, il voit tout à travers toi, il sait où tu en es sur ton chemin. tout le monde, le processus n'est pas différent. Qu'on soit avancé ou pas avancé, il faut qu'on rentre dans une pratique de méditation régulière. Et au bout d'un certain temps, on commencera à avoir des résultats. Mais il faut commencer par méditer, 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 quoi. Ouais, d'accord. Bah oui, oui, c'est ce que j'avais cru comprendre aussi quand j'ai commencé. Bon, je pense qu'il faut être prêt aussi. Il y a, pour certaines personnes, je pense que se forcer à méditer, ce serait une très mauvaise chose, ça marcherait pas. Donc ça, c'est Je suis sûr que d'accord. voilà. Par contre, je sais pas pourquoi. Par exemple, moi, j'étais prêt et je m'y suis mis comme je me glisserais dans des chaussons, quoi. C'est-à-dire que Si tu étais prêt, j'étais prêt, je l'ai fait tous les jours. J'ai trouvé le temps, quoi. J'ai trouvé 30 minutes. C'est pas non plus 2 heures, hein, c'est juste 30 minutes. moi, Et nous, il nous faisait 1 heure. pardon? Nous, il nous faisait commencer avec 1 heure. Ouais, bah ouais, ouais. Alors justement, Mm. je voulais te poser cette question, justement, c'est est-ce que, parce que dans Heartfulness, souvent, on commence même, on peut commencer moins que 30 minutes, mais souvent Oui, c'est à peu près 30 minutes. Est-ce oui, mais que, minimum 30 minutes quand même. est-ce qu'il y a des, comment dire, des bénéfices ou au contraire des inconvénients à méditer plus longtemps? En général, il préconisait 1 heure. D'accord. Parce qu'il disait que, surtout pour des néophytes, il disait que ça pouvait fatiguer le cerveau de forcer plus d'1 heure. Par contre, on pouvait faire 2 ou 3 méditations par jour, mais pas dans une durée de temps supérieure à 1 heure. C'est ce qu'il conseillait. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des bénéfices à méditer longtemps, pour plusieurs heures? Est-ce que tu as déjà médité 2, 3 heures d'affilée? C'est ce que je te dis, le maître ne le conseillait pas, donc on ne le faisait pas. Ouais, mais toi, après, ça c'est pour les débutants, mais toi, tu n'es plus débutante. Non, 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 ça a toujours été le même discours. Par contre, il disait, vous pouvez méditer plusieurs fois 1 heure. D'accord, Mais il souhaitait quand même qu'il y ait une interruption au bout d'1 heure. d'accord. D'accord, bon. Parce que je me pose la question, parce qu'on sait qu'il y a... Enfin, moi, j'avais entendu parler de certaines personnes, voilà, qui méditaient Oui, oui, ben, il toute y a la journée, quoi. des Indiens qui méditent toute la journée. Euh, je pense que c'était par mesure de sécurité. Je pense, je ne crois pas que ce soit plus. Euh,
D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ça n'aide pas selon toi à aller plus vite ou à Non, progresser plus non, vite. non, D'accord. non. Je crois qu'on n'a pas parlé des chakras, Babette. Bon, Non? Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé quand j'ai découvert les chakras et le livre de d'Ahaji. C'est un truc tout bête, mais c'est que les trois chakras inférieurs, qui correspondent vraiment aux besoins primaires, quoi, hein, de manger, de se reproduire, de survivre aussi, de se protéger, enfin bon. Mais finalement, on les retrouve énormément dans la société aujourd'hui, à la télévision, tu vois. C'est vraiment, on sent, quand tu fais la différence entre ces trois chakras inférieurs, ensuite les chakras qui sont ici, qui ouais, sont des chakras ouais. d'amour, qui représentent vraiment la zone de l'amour, je trouve que c'est super bien de se rappeler chaque jour que où est-ce que ça touche en fait? Quelle est l'émotion qu'on essaye de me réveiller? Et quand on regarde à la télévision des scènes de violence ou alors des trucs vraiment complètement débiles et tout ça, souvent c'est les trois chakras inférieurs. Et en fait, Absolument. à chaque fois, moi je me dis, bon bah là, il faut relever le niveau quoi, hein. Donc après, il y a toute l'étape amour qui est hyper importante. Et notamment dans la théorie, si je puis dire, Heartfulness, on n'est pas sur les 7 chakras comme on parle généralement. On en a, je sais plus combien, 23 enfin, il y en a énormément. Et donc, dans la zone du cœur, il y en a beaucoup aussi. Et ensuite, on monte sur le mental et toutes les zones plus élevées encore que le mental, parce que le mental, c'est un peu réducteur. Mais déjà, arriver à se mettre sur le niveau du cœur et plus dans le niveau des trois chakras inférieurs, je pense que c'est super et tout le monde peut le faire. C'est déjà excellent d'avoir ces repères. Parce que bon, moi, je pense à un corps subtil quand tu penses au chakra, mais c'est un peu la même chose en fait. Hmm. Parce que quand on commence à, à avoir des actions qui ne sont pas d'un très haut niveau, on sait que le corps subtil correspondant, ça ne va pas l'arranger, quoi. De la même façon, ça va toucher les chakras inférieurs. Donc, ce sont de bons repères, je dirais, que ce soit les chakras ou les corps subtils. C'est vrai que les corps subtils, les gens n'ont pas l'habitude d'en parler et de savoir ce que c'est vrai. C'est peut-être plus facile de faire un repérage avec les chakras. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que c'est quand même un des trucs importants dans la méthode Heartfulness, donc tu n'en parles pas forcément dans ton livre d'ailleurs, mais Bon. il y a un truc qui est important, c'est justement qu'on commence avec avec le cœur. On essaye de... C'est la première chose qu'on fait, on ferme les yeux et puis on essaye de ressentir finalement la vibration de l'amour. Et alors, il y a un truc que j'ai découvert après coup, moi, mais je trouve que c'est intéressant, c'est que si on veut toucher les cimes sont au-delà du mental, au-delà des mots, quoi. Et donc, Oui. c'est pour ça qu'on essaye de réactiver notre sentiment d'amour, parce que c'est avec ça qu'on va être le plus proche de ce qu'il y a au-dessus, quoi, finalement. Tu vois ce que je veux Oui. dire? C'est des gens que c'est une marche nécessaire pour ensuite accéder à des niveaux plus élevés, soit par rapport au chakra de la gorge, soit le ajna ou sahasrara, le chakra supérieur. Euh, mais l'important dans Heartfulness, on met surtout l'accent sur le cœur, parce qu'ils disent que le chakra du cœur, quand il est bien éveillé, il va travailler d'une façon harmonieuse sur l'ensemble des chakras. Hmm. Donc chez nous, le chakra le plus important, c'est celui du cœur. Ah oui, c'est ça, c'est qu'il a cette fonction de pouvoir harmoniser un peu tous les chakras. Ouais. D'accord. Et ça donne une excellente sécurité. Parce que si les personnes se mettaient à vouloir développer tel ou tel chakra d'une manière désordonnée, ça pourrait créer des problèmes nerveux ou des problèmes, quoi. Hmm. Donc nous, on a la sécurité absolue en travaillant principalement que sur le cœur. Hmm. Ce qui D'accord. ne veut pas dire que nos chakras ne sont pas concernés. Mais c'est le chakra du cœur qui régule tout ça. Hmm. D'accord. Intéressant. Eh bien, très bien. Écoute, est-ce que tu veux qu'on rajoute quelque chose sur la méditation? Parce que tu as un chapitre que j'ai sous les yeux là qui était bien aussi, qui est sur la méditation dans l'éveil spirituel. Oui. Donc tu parles de réguler le mental, des bienfaits évidemment de la méditation. Bon, ce qui a été une révélation pour moi, c'est qu'au bout d'un certain temps de pratique de méditation,
je me suis rendu compte que euh, mon esprit était différent, dans le sens que j'ai commencé à percevoir une dimension en moi dont je n'avais pas conscience au début. Et chaque fois que je me trouvais dans cette dimension-là, avec ce rapport avec la partie spirituelle qui était en moi, je sentais que c'était quelque chose qui était beaucoup plus élevé et qui me permettait d'avoir une connexion avec mon moi le plus profond. Et ça, c'est quelque chose que je connaissais pas quand je ne pratiquais pas la méditation. Et jusqu'au jour où j'ai pris conscience qu'à un moment donné, j'ai fait une rencontre avec mon soi spirituel. J'ai senti que quelque chose en moi s'était éveillé ma vie changeait à partir de là, dans le sens que au début, on sent qu'il y a une dualité entre la personnalité et la partie spirituelle, parce que la personnalité, c'est-à-dire l'astral, le mental, les émotions, etc., ben, ils ne veulent pas lâcher prise. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que le soi devient beaucoup plus prépondérant et que nous avons une autre guidance qui se met en place. Alors, au début, on est un peu surpris parce qu'on n'est pas habitué. Et puis tout doucement, on se rend compte que le soi prend progressivement euh, en main notre véhicule, quoi, et que la guidance se fait sur une spirale plus élevée. Et ça, pour moi, c'est grâce à la méditation. C'est la méditation qui m'a permis cette connexion et cette prise de conscience que nous avons effectivement une âme ou un soi qui sont là pour prendre en main notre évolution. Et la méditation m'a aidé à le réaliser. D'accord. Alors, juste pour revenir sur des termes, tu as dit que la guidance s'opérait sur des spirales plus élevées. Là, Oui, ce que tu veux dire, je crois, c'est que tu donnes un peu plus la main au soi et tu lâches un peu le mental, quoi. Et donc finalement, c'est ça. c'est le soi qui... Moi, c'est le soi qui prend le dessus. c'est ça. Et ça, Ouais, c'est le but. quand même. Il faut qu'il y ait un lâcher prise quand même. Oui, c'est vrai. Et ça, justement, la méditation le permet parce qu'elle permet de lâcher un peu le mental, quoi, c'est ça? Mais disons que quand tu es à un certain niveau d'intériorisation, au bout de certain temps, je ne sais pas si vous voulez dire en mois ou en année, je ne me rappelle plus, mais à un moment donné, tu sens que tu es guidé différemment, quoi. Tu sens qu'il y a une connexion qui s'est mise en place qu'à ce moment-là, tu te dis que c'est super et que tu ne veux plus retourner en arrière, quoi. Mhm. On sent qu'on est autre que, ce corps physique que nous avons et qu'il y a autre chose en nous qui est là, qui vibre, qui nous aide à grandir, quoi. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Il faudrait que tout le monde ait cette possibilité. Et c'est vrai que la méditation, c'est un moyen, il y en a peut-être d'autres, bien sûr, mais pour moi, la méditation a été une révélation à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'après, on voit pas, par exemple, je me rappelle un petit détail, pas important, mais je marchais, quand je travaillais dans mon bureau, il y avait des grands couloirs et j'avais l'habitude de marcher toujours la tête baissée. Et un jour, je me suis rendu compte que je marchais la tête droite. Je me dis, waouh, quelque chose qui a changé. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça qui te font dire, et puis tu as un respect pour toi qui se met en place. La méditation amène des changements, Mhm. amène des transformations, mais il faut s'accrocher, il faut pas se décourager. C'est vrai que les moments les plus difficiles, c'est les premiers mois, parce que le mental euh, va pas être d'accord, il va se mettre à t'envoyer plein de pensées. Euh, il va y avoir des résistances et ça fait partie du chemin spirituel. Il faut qu'on soit suffisamment motivé et soutenu pour tenir cette période, quoi. Et après, on commence à avoir des choses qui se passent, des expériences, des éveils de conscience, il Il y a, faut tenir. il y a des images. Moi, ça fait qu'un an que j'en fais vraiment quotidiennement et c'est vrai qu'entre les moments de... Alors, il y a des fois des guidances où on a des messages sur des questions qu'on se posait depuis longtemps. Oui, Ça peut arriver.
Il y C'est a, l'intuition. comme je disais, de la lumière très très lumineuse avec un sentiment d'amour, évidemment. Ça, c'est vraiment super agréable. Des fois, il y a des images qui viennent. Des images, moi, ça m'arrive plusieurs fois d'être dans les nuages ou bien de voir de l'eau. Alors, c'est toujours des choses liées à la nature, j'ai l'impression. Mhm. Mais ça arrive un petit peu spontanément comme ça. Euh, et puis, ben voilà, moi, en à peine un an, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois de dépasser ma demi-heure parce que j'étais trop bien et que j'avais juste envie de, de profiter. Alors, tout en sachant on est déjà très très loin parce moi, dans ces moments-là, je sens plus mon corps et je suis plus dans le mental, je suis plus dans les pensées, on va dire. Je suis dans une forme de mental, parce qu'il y a Mais quand même, c'est plus l'intellect. c'est ça. C'est vrai que c'est une forme de mental, mais moi je fais toujours la distinction entre l'intellect qui fait partie de la personnalité et l'intellect supérieur, le mental supérieur qui commence à accéder au plan spirituel, quoi, en fait. C'est ça Hmm. que je te dis. Et c'est là que tout devient intéressant parce que on est sur des niveaux où on n'est pas Et d'habitude, quoi. ces fenêtres-là ne sont pas ouvertes quand on n'est que sur le plan physique. Elles s'ouvrent au fur et à mesure qu'on rentre dans un approfondissement de la pratique. Et à un moment donné, hop, c'est comme si on ouvrait un volet et on voit autre chose, quoi. Et c'est un rapport avec notre intériorisation, avec notre contact avec les plans spirituels supérieurs, quoi. En fait, c'est ça qui est un petit peu magique avec la méditation, c'est que ça nous permet d'atteindre des plans qui existent C'est à ça, tout moment, sauf qu'on n'y a pas accès quand on n'est pas dans cet état méditatif. absolument. C'est ça. Et ça fait rêver parce que on se rend compte à quel point c'est infini, à quel point c'est grand, c'est beau, c'est lumineux. En Ça tout fait le bonheur. cas, quand quand on est haut vibratoirement, parce que c'est sans doute pas que lumineux et que beau non plus. Est-ce que toi, tu as des souvenirs comme ça de méditation qui étaient très belles qui t'ont laissé des souvenirs? Parce que moi, le problème aussi, c'est ça, c'est qu'une fois sur deux, j'oublie en fait ce qui s'est passé. Et quand je reviens à mon état un peu normal, je me dis, ah bah j'étais trop bien, mais je sais plus trop ce qui s'est passé, quoi. Alors ça, c'est normal au début, mais après, ça va passer. Au début, on n'a pas la continuité de conscience et on sait qu'il s'est passé des choses, mais on n'arrive pas à se les rappeler. Et puis un jour, il se passe des méditations où on a on a une belle vision. Par exemple, je me rappelle une année, on était à Bombay, on avait loué un stade, donc on avait des petites couvertures qu'on mettait par terre. Enfin, c'était vraiment sommaire. Et on méditait en dehors des 2 heures de méditation, on méditait sur notre couverture. Et là, un matin, où je m'étais mise en méditation, j'avais fermé les yeux et j'ai vu en face de moi un être lumineux avec une peau légèrement bleutée. Et en moi, je me suis dit, tiens, on dirait Krishna. Mais j'y croyais pas. Et puis j'ai réalisé bien après que le maître m'avait permis de faire cette rencontre avec Krishna. Wow. Ouais, ça a été très beau, quoi. Alors que on était dans un endroit. Oui, Ouais. mais après, tu peux être n'importe où. Ah ben oui, bien sûr, Tu bien peux être sûr. n'importe où sur la planète, après tu te connectes avec ces entités-là. Et alors, est-ce que tu as ressenti quelque chose, une énergie particulière, ou est-ce qu'il y a eu un message, ou est-ce que... Il me regardait, moi je regardais, et puis je ne sais pas quoi dire, hein, de toute façon. Mais j'ai senti qu'il y avait un contact qui s'était établi, puis c'est parti. C'est incroyable. Et je sais que le maître m'avait raconté un jour une expérience où son maître à lui l'avait mis en contact avec Krishna. Donc j'ai pensé à ça. Je me suis dit, tiens, il a peut-être fait la même chose avec moi. Je ne sais pas. Et toi, tu t'es jamais considéré comme maître comment on devient maître, en fait En fait, le maître disait, si vous avez la moindre pensée que vous vouliez être maître, ça vous n'arrivera jamais. Ah, trop mince alors, trop tard. Parce que lui, c'est plutôt que normalement, la vie spirituelle doit nous amener à de l'humilité et pas à rechercher des titres ou quoi que ce soit, quoi. De toute façon, Donc,
On voit bien, même avec Dahaji, que être maître, c'est surtout être au service. Ça a été C'est ça, décidé c'est longtemps avant, c'est ça. et tu dois faire en sorte. Après, je dis toujours, c'est pas le bon mot, c'est pas un honneur, mais quelque part, c'est quand même gratifiant de pouvoir aider beaucoup de monde, hein, comme le fait Dahaji, qui aide Moi, des gens dans le monde. Mais pareil pour toi, qui aide plein de monde autour de toi depuis des années. c'est dur, comment te dire, quelque part, c'est pas une corvée, parce que ça correspond à ce pourquoi on est venu, je pense. On a tous un programme qui est préécrit et moi, je savais que je voulais servir, je voulais aider, donc c'était déjà inscrit quelque part, quoi. Donc, c'est pour moi, ça n'a jamais été une corvée de recevoir les gens. Ça fait 35 ans que je suis précepteur, mais j'ai pas vu passer le temps. Pour moi, c'est super, quoi. Mhm. Et donc, bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais j'adore cette question-là, c'est de la transmission. Oui, Quand tu fais passer ce courant d'énergie, parce que je sais que toi, tout ce que tu fais, c'est même à distance, tu prends le prénom et donc tu considères, je visualise la personne en face de moi, c'est ça. comme si elle était là. Et je demande à la personne de me visualiser aussi. Et L'énergie cosmique, elle passe par toi ou est-ce que simplement l'instrument, le maître passe à travers nous. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas moi qui transmets, c'est le maître à travers moi. comme un médium, quoi, un peu, hein. Ouais. Bon, bah très bien, écoute, hein. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause revue de presse? Comme tu veux, volontiers, oui. Allez, alors je lance le générique et après on regarde un petit peu la presse ensemble. D'accord. Alors voilà, la première sélection que j'ai faite, c'est sur Radio France. Une série d'épisodes sur le silence, puisque bien, je me suis dit qu'en méditation, quand même, le silence, c'est important. Alors, il y a des gens qui font de la méditation guidée avec de la Oui. musique dans les oreilles. Je sais pas si tu as déjà essayé ça, Babette. Moi, c'est pas la même chose, hein, je trouve. En fait, j'ai évité tout ça parce que notre maître disait que notre méditation n'a besoin d'aucun support. Et donc, je n'ai pas été tentée de chercher une autre méditation. Si au début, avec les bouquins, j'avais essayé, mais j'avais vite arrêté parce que je sentais que je n'étais pas accompagnée, je ne voulais pas me lâcher comme ça. Non. Hmm. Et ensuite, quand le maître a dit qu'on n'a pas besoin de musique ou aucun support, ça me convenait très bien en fait. Ouais. Bah, d'ailleurs, je vois l'image du cloître là et des lieux un peu de spiritualité et je trouve que c'est quand même intéressant. Je recommande vraiment à tout le monde d'aller méditer sur des lieux sacrés ou autres, parce qu'il se passe quelque chose de différent et on le sent hein, quand on dans la méditation. Bien sûr, c'est un plus. Il y a des lieux, par exemple, où il y a des cheminées, on appelle ça des cheminées cosmotelluriques, et qui sont référencées. Il y a des cartes hein, qui peuvent vous dire à côté de chez vous enfin, quels sont les lieux intéressants. Et souvent dans les abbayes, les églises ou les J'avais des temples. amis qui m'avaient parlé de certains endroits qui étaient très chargés, justement, qui avaient ces cheminées. Il y en a qui savent où elles se trouvent. Et ça vaut le coup d'essayer de méditer chez vous et de méditer dans ces lieux-là et de voir la différence. C'est intéressant. Ouais. T'as pas l'air convaincu. Pourquoi? Parce que toi, tu penses que c'est bien de méditer toujours au même endroit, c'est ça? D'avoir un Ah petit... non, 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 non. Moi, je médite n'importe où, même dans les aéroports, même dans les trains, partout. Mais non, mais bon, je ne vais pas dans un endroit particulier pour voir cette expérience-là. Je D'accord. cherche pas d'autre expérience que ma pratique, en fait. Ouais, ouais, d'accord. C'est pas par obligation, c'est que je le ressens comme ça, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, moi, j'aime bien expérimenter, tu sais, je suis un peu jeune fou qui essaye, ça fait qu'un an que je fais de la méditation, et, euh,
Et j'ai eu des belles méditations dans les églises notamment. Donc c'est pour ça que je... Le maître donnait souvent un conseil aux jeunes, parce que les jeunes voulaient faire 36 choses, faire de l'escalade, faire plein de trucs. Il disait, mais euh, vous pourrez faire tout ça quand vous serez centré. Donc, l'important, c'est d'abord de bien installer sa pratique, son centrage, et après, bon, ben, il y a moins de danger, on va dire. D'accord. Très bien, bah, on passe au deuxième article que j'ai sélectionné et qui... alors c'est plus un clin d'œil, hein. C'est parce qu'en Bon, fait il vient de la Commission européenne et en fait ce sont des recherches fondées par l'Union européenne. Et alors c'est intéressant parce que tout simplement ils ont fait le lien entre ben, la conscience, l'esprit et la santé et mhm, ce qui permet d'envisager des traitements sur notamment la détection précoce des cancers. Et alors je trouve ça intéressant, c'est tout, ça m'a fait rire. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, bon, nous on le sait depuis longtemps que la méditation c'est bon pour la santé, mais qu'il y ait des c'est- subventions au niveau européen pour étudier ces choses-là, je trouve que c'est plutôt positif. ça prouve que ça progresse bien, oui. C'est ça. Parce qu'on commence à avoir des résultats probants maintenant hein, sur ce plan-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'essais, de recherches hein, sur la méditation depuis longtemps maintenant. Et Oui, même maintenant, ils se laissent tester avec les appareils et tout. Enfin, mhm. il y a plein de choses qui. Et ils sont souvent hyper étonnés des résultats qu'ils captent quand ils prennent des êtres comme Mathieu Ricard, quoi. Ouais. Et puis ils se rendent compte que pour certaines maladies, Alzheimer, je crois, ou quelque chose comme ça, ils commencent à avoir des résultats probants. Je veux dire, ça, la science avance beaucoup dans ce domaine en ce moment. Mhm. Bah, c'est super positif, on espère que ça va avancer, que ça va continuer comme ça. Et du coup, bah, le dernier article, c'est pareil, hein, c'est simplement pour vous orienter vers la chaîne Arte qui a souvent des reportages intéressants sur la méditation ou sur également bah, la culture euh, asiatique, bouddhique, indienne. Et moi, souvent, je m'y réfère parce que je trouve que ils sont assez curieux et ils se posent quand même des questions intéressantes sur Arte. Et voilà, je sais pas si c'est une chaîne que tu suis un peu, Babette. Oui, oui, je crois que j'avais suivi une émission justement qui parlait de méditation. Euh, je trouve qu'il y avait une belle approche là, mais ça touchait plusieurs domaines, je crois. Hein. C'était. Oui, oui, effectivement, il y avait une autre série aussi, j'aurais pu la sortir, qui était sur bah, différents types de méditation. C'était des gens qui étaient également dans la solitude, qui expérimentaient la solitude sur différents endroits de la planète. Et c'était vachement intéressant, effectivement. Mais bah voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, on est dans notre pays, dans notre culture, et on essaye d'adapter aussi la méditation. D'ailleurs, ça, c'est une question que j'aurais pu te poser, c'est que quand on est en Inde, dans les ashrams et tout ça, on a peut-être l'impression que la méditation, ça fait partie de la culture et que c'est très naturel. Mais est-ce que ça doit être un petit peu étrange de revenir ensuite enfin, en Occident, on va dire, et d'essayer de parler, de diffuser cette méditation dont on a l'impression qu'elle est un petit peu déracinée, quoi. Oui. Et puis bon, il y a 30 ans, la reconnaissance de la méditation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc déjà, on pouvait à l'époque, on revenait, et nous on était bien, on continuait à méditer chez nous, mais on se rendait compte que quand on parlait de méditation, ben, il y avait très peu d'écho. Il y a 30 ans, il n'y avait pas l'écho qu'il y a aujourd'hui, quoi, c'est clair. Mhm. Donc, alors que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui sont en demande de méditation. Et je reconnais que si on me demandait, si les gens me demandaient quelle méditation choisir, ben, j'avoue que moi, je présenterais la mienne parce qu'il y a ce système de transmission qui nous permet d'avancer plus vite quand même et avec plus de sécurité quelque part. Mm. Mhm. Ouais, ça tu l'as dit plusieurs fois, Babette, cette question de sécurité, mais c'est quoi les risques en fait de la méditation si on le fait mal, par exemple? Il y en a vraiment? Oui, il peut y en avoir.
Bon, ça dépend du contexte aussi, mais il y a des gens qui peuvent, euh, qui sont peut-être un peu trop psychiques, on va dire, qui peuvent se retrouver d'un coup projetés dans l'astral, ou, alors que nous, justement, notre système, c'est de rester centré. Tu vois. Et les gens qui ne sont pas vraiment rentrés dans la pratique, ils peuvent avoir des petites des expériences désagréables comme ça, quoi. Hmm. Et donc, c'est pour ça que le maître est très prudent là-dessus, et il s'assure d'abord qu'on a bien pigé l'histoire de bien être centré dans le cœur. Et notre système est quand même protégé en permanence. On a le maître qui est là, qui veille sur nous. Je me rappelle une fois, j'étais dans le dortoir là, dans le Jura, et j'ai eu un début d'éveil de Kundalini où j'avais le lit qui bougeait, et le maître qui était dans son appartement a dit attendez, j'ai un travail à faire là. Et donc j'ai eu la réponse après, quoi, donc on sait que le maître veille sur nous, quoi. Donc on est quand même plus en confiance pour se lancer et pour s'abandonner dans la méditation. Mm. Hmm. D'accord. Bon, bah, je te remercie pour ça. Bah écoute, si tu veux bien, on va faire une petite page de promo et puis ensuite on s'approchera déjà du mot de la fin, hein. Oui, j'ai pas eu passer l'heure. Allez, je te reprends dans quelques secondes. D'accord. Et voilà, bah, c'est déjà le mot de la fin, Elisabeth. Qu'est-ce que... Alors, je voudrais juste en profiter, puisqu'on a fait un petit peu de promo pour le journal de la source, pour rappeler que vous pouvez évidemment participer à la chaîne de Philippe Ferrer en allant dans la description sous la vidéo. Et puis, je rappelle également ce fabuleux ouvrage d'Elisabeth, de la vie humaine à la vie spirituelle, Oui, aux éditions Bouquelis. bon, C'est ça. Je mettrai également le lien dans la description. Alors, on le rappelle, un livre hyper complet, aussi à la fois théorique, pour comprendre un petit peu bah, les différents corps subtils, les chakras, toutes les notions telles que la réincarnation, le karma, l'âme humaine, et évidemment et ben, beaucoup d'exemples de méditation, de cas pratiques. Voilà. Moi, je te remercie, Babette, de m'avoir tendu la main et puis tenu la main. Et puis encore aujourd'hui, voilà, de me suivre sur mon parcours dans la méditation, c'est un vrai bonheur et je te remercierai toujours pour ça. Et j'espère qu'on aura donné envie aux gens de s'y mettre aussi, que ce soit par cette méthode, Artfulness ou une autre, mais en tout cas, d'apprendre à se recentrer, je pense que c'est quand même super, hein. c'est important de faire un pas de plus aujourd'hui, oui, absolument. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour terminer ou est-ce que tu penses on a tout vu? Ben, écoute, je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais là, dans une heure, c'est pas possible. En tout cas, je te remercie de m'avoir permis de m'exprimer, en tout cas. Bah, je t'en prie, et on remet ça quand tu veux. Bah, Merci. on vous embrasse et à très bientôt. Au revoir. Et voilà, bah, c'est déjà le mot de la fin, Elisabeth. Alors, je voudrais juste en profiter, puisqu'on a fait un petit peu de promo pour le journal de la source, pour rappeler que vous pouvez évidemment participer à la chaîne de Philippe Ferrer en allant dans la description sous la vidéo. Et puis, je rappelle également ce fabuleux ouvrage d'Elisabeth, de la vie humaine à la vie spirituelle, Oui, aux éditions Bouquelis. bon, C'est
c'est ça. Je mettrai également le lien dans la description. Alors, on rappelle un livre hyper complet aussi, à la fois théorique, pour comprendre un petit peu les différents corps subtils, les chakras, toutes les notions telles que la réincarnation, le karma, l'âme humaine, et évidemment beaucoup d'exemples de méditation, de cas pratiques. Voilà. Moi, je te remercie, Babette, de m'avoir tendu la main et puis tenu la main. Et puis encore aujourd'hui, voilà, de me suivre sur mon parcours dans la méditation, c'est un vrai bonheur et je te remercierai toujours pour ça. Et j'espère qu'on aura donné envie aux gens de s'y mettre aussi, que ce soit par cette méthode, Heartfulness ou une autre, mais en tout cas, d'apprendre à se recentrer, je pense que c'est quand même super, hein. C'est important de faire un pas de plus aujourd'hui, oui, absolument. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour terminer ou est-ce que tu penses qu'on a tout vu? Ben, écoute, je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais là, dans une heure, c'est pas possible. En tout cas, je te remercie de m'avoir permis de m'exprimer, en tout cas. Bah, je t'en prie, et on remet ça quand tu veux. Bah, Merci. on vous embrasse et à très bientôt. Au revoir. Et voilà, bah, c'est déjà le mot de la fin, Elisabeth. Alors, je voudrais juste en profiter, puisqu'on a fait un petit peu de promo pour le journal de la source, pour rappeler que vous pouvez évidemment participer à la chaîne de Philippe Ferrer en allant dans la description sous la vidéo. Et puis, je rappelle également ce fabuleux ouvrage d'Elisabeth, de la vie humaine à la vie spirituelle, Oui, aux éditions Bouquelis. ça. C'est ça. Je mettrai également le lien dans la description. Alors, on rappelle un livre hyper complet aussi, à la fois théorique, pour comprendre un petit peu les différents corps subtils, les chakras, toutes les notions telles que la réincarnation, le karma, l'âme humaine, et évidemment d'exemples de méditation, de cas pratiques. Voilà. Moi, je te remercie, Babette, de m'avoir tendu la main et puis tenu la main. Et puis encore aujourd'hui, voilà, de me suivre sur mon parcours dans la méditation, c'est un vrai bonheur et je te remercierai toujours pour ça. Et j'espère qu'on aura donné envie aux gens de s'y mettre aussi, que ce soit par cette méthode, Heartfulness ou une autre, mais en tout cas, d'apprendre à se recentrer, je pense que c'est quand même super, hein. C'est important de faire un pas de plus aujourd'hui, oui, absolument. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour terminer ou est-ce que tu penses qu'on a tout vu? Ben, écoute, je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais là, dans une heure, c'est pas possible. En tout cas, je te remercie de m'avoir permis de m'exprimer, en tout cas. Bah, je t'en prie, et on remet ça quand tu veux. Bah, Merci. on vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.